Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous de votre émission dominicale Week Echo. Elle est considérée comme la dernière chance de faire de l'accord de Paris une réalité. La COP26 qui se tient actuellement à Glasgow au Royaume-Uni offre aux dirigeants du monde l'occasion de s'engager à réduire leurs émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030, à débattre des mesures d'adaptation aux conséquences du changement climatique et enfin à accroître le financement de l'action climatique en faveur des pays en développement. Les enjeux de la COP26 dans la lutte contre le changement climatique, ce sera dans le dossier de la semaine. Mais avant, on va parler du mois du consommant local qui vient de finir justement pour intensifier la valorisation de la production nationale et susciter l'intérêt des Béninois pour la consommation des biens et services locaux. Après un mois de sensibilisation et d'activité, eh bien, quel bilan peut-on faire du mois de consommant local et quelles sont les probables perspectives pour améliorer? Eh bien, ce sera le menu de votre émission Week Echo de ce dimanche. Tout de suite, le mini-journal. Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans le mini-journal de Week Echo. Longue ou courte, eh bien, le port de la perruque est la tendance du moment. Bon nombre de femmes en portent, mais toutes ne l'apprécient pas. Chez les professionnels de la coiffure, confectionner une perruque n'est pas toujours une bonne affaire. Omola Nadège Sani et René Arossi se sont intéressés au sujet. Voici le reportage. Confectionnées avec des mèches naturelles ou synthétiques, les perruques passent pour être la tendance actuelle chez les dames. Pas évident aujourd'hui de distinguer sur une tête bien coiffée une perruque d'une mèche tissée chez les dames. Dans les salons de coiffure, plus besoin de perdre des heures pour se faire belle. Seule la mèche est indispensable et le professionnel coiffe sur un mannequin le modèle voulu par la cliente. C'est un style qui semble être apprécié par bon nombre de femmes, mais qui n'est pas du goût de certaines d'entre elles. Moi, je préfère les perruques parce que quand je finis mes courses en ville, je rentre à la maison, je peux l'enlever et respirer tranquillement. Je n'aime pas les perruques parce que ça me donne la chaleur sur la tête. Et surtout, j'ai un petit enfant. Quand nous sommes en route ou sur la voie, elle peut toutefois tirer ça sur ma tête et ça va s'enlever. Ou si tu es sur Zem, si tu n'arrives pas à bien placer ça, ça tombe. De l'avis de ce patron d'un salon de coiffure de la place, la confection des perruques aurait un autre avantage qui pousse de nombreuses femmes à l'adopter. Le fait de tisser chaque fois les tissages sur la tête agit sur les crânes. Et non seulement ça, si tu ne sais pas faire les nattes des tissages, ça peut aussi casser tes cheveux. Avec la perruque, les femmes changent de tête autant qu'elles le désirent. Un style le matin et un autre le soir devient un jeu. Un changement qui n'est pas toujours bien vu par les hommes. Sans hésiter, je vous dis que j'aime la femme quand elle est naturelle. Moi, je n'aime pas du tout les perruques et autres artifices qu'on ajoute à la beauté féminine. Ça dérange certains hommes, mais moi particulièrement, ça ne me dérange pas. Parce que si c'est la méthode pour la femme de se sentir à l'aise, moi, ça ne me dérange pas. Si la perruque permet à celles qui l'adoptent et aux professionnels de la coiffure de gagner en temps, le point de vue diverge quant à ce qui concerne leurs intérêts. Parfois, nous sommes au salon, il n'y a pas de clientes, mais les têtes, nous sommes entourés de têtes. Et nous sommes à tenir compte seulement que des perruques. Ça ne nous arrange pas. Donc, on préfère que les dames viennent se coiffer directement. Ça paye bien. Quand c'est confectionné en perruque, ça nous avantage. Pourquoi? Parce que le prix est élevé. D'accord. Là où ça ne nous avantage pas, une fois que la perruque est déjà confectionnée, pour le revoir, ça fait au moins 3, 4, même 5 mois. En effet, l'origine des perruques remonte à des milliers d'années. Encore appelées postiches,
ou faux toupet, les perruques sont aussi appréciées par certaines personnes pour cacher leur calvitie. Elle est aussi fréquemment utilisée par certains hommes pour se faire passer pour des femmes. Madame, monsieur, savez-vous que mettre son bébé au sein dès sa venue au monde sauvegarde la vie de la mère et celle du nourrisson? Eh bien, l'allaitement maternel est un moyen sans égal de fournir une alimentation idéale pour le nourrisson. Mieux, il y a des répercussions importantes sur la santé de la mère. Marianne Bossemende nous en dit plus. L'allaitement, source de vie pour le nouveau-né. La mise au sein du bébé les minutes qui suivent l'accouchement devrait être systématique selon les professionnels de la santé. Les avantages sont prouvés. Cet allaitement maternel va aider la mère à faire ce que nous appelons une involution utérine. La première cause de décès des femmes à l'accouchement, ce que nous appelons le décès maternel, vous savez, c'est l'hémorragie de la délivrance. La mise au sein précoce peut permettre de lutter contre cette hémorragie de la délivrance. Tout simplement parce que quand nous allons, une fois l'accouchement fait, immédiatement, dans l'heure de l'accouchement, si l'enfant est mis au sein, en même temps, il y a un phénomène neuro-hormonal qui se déclenche et il y a sécrétion d'oxytocine qui permet donc d'éviter cette hémorragie de la délivrance. Le simple fait que l'enfant est mis en contact de sa maman, ça lui permet de conserver la température à laquelle l'enfant était déjà dans le ventre et donc on ne crée pas un vide tout de suite après la naissance de l'enfant. L'enfant, en poursuivant l'allaitement maternel, c'est que nous favorisons son développement, mais pas seulement un développement, le développement de son cerveau. Pour la mère, rien qu'en pratiquant l'allaitement maternel, je vous le dis, c'est que ça lui permet par exemple d'éviter le cancer du sein, le cancer de l'ovaire. En faisant cet allaitement maternel, c'est que la maman est en train donc de créer déjà un lien affectif entre l'enfant et elle. Lien affectif entre la mère et l'enfant, accentué par le colostrum, la sécrétion du premier lait maternel. C'est un concentré de lait qui regorge non seulement des éléments nutritifs qui sont très bien concentrés, qui permet à l'enfant rapidement d'avoir ce qu'il lui faut pour démarrer la vie de façon conséquente, mais en plus de ça, ça regorge des vitamines, notamment la vitamine A, qui joue un rôle important dans l'immunité, dans la croissance de l'enfant, et ça permet à l'enfant également de grandir normalement. Ce lait contient des anticorps et des globules blancs qui permettent donc à l'enfant donc de rentrer dans la vie avec une protection en attendant que son immunité s'installe. Compte tenu des bienfaits du lait maternel, il importe de sensibiliser les nourrices. Une tâche qui incombe aux sages-femmes et infirmiers qui sont souvent au contact des parturientes. On encourage peut-être à donner le sein, mais on n'assiste pas au fait la femme dans ce processus-là. Lors de nos stages dans les zones rurales, nous avions beaucoup constaté que sur le terrain, cette pratique, ça ne se fait pas. Alors que ça a assez d'importance pour la mère et pour l'enfant. L'allaitement maternel exclusif est requis durant les 6 premiers mois d'existence du nouveau-né. La mise au sein précoce réduirait de 30% le taux de mortalité de la mère. Connaissez-vous les bochio dans la langue fon? C'est le nom donné au statut généralement protectrice d'une famille ou d'une personne. 3 bochio, de puissants rois du royaume du Dahomey, reviennent au bercail après près de 130 années passées en France. Découvrons dans ce reportage le bochio du roi Gezo, le roi formateur de l'armée puissante et bien entraînée des Amazones et à qui l'on attribue la floraison de la culture du palmier à huile. Parmi les 3 grandes statues royales qui reviennent sur la terre où elles ont été façonnées, celle-ci est sans aucun doute la première à avoir été sculptée. De la taille d'un être humain, ce bochio mesure 1,60 m de hauteur et a le buste recouvert par endroits de lames de fer, pour la plupart imparfaites, ce qui évoquerait le plumage rouge feu de l'oiseau gué, une sorte d'oiseau cardinal emblème du roi Gezo. Autour de ses reins, une ceinture en métal semble supporter un cache-sexe. Autour de son bras gauche se trouve un talisman communément appelé Tila.
La prise de l'objet dans le palais royal atteste son lien avec les Agassovi, famille royale d'Abomey. La grande statuaire honorait essentiellement les ancêtres royaux et dans une moindre mesure des vaudous protecteurs de l'armée. Tous les combattants se pressaient de venir saluer la statuette avant de se rendre au combat. D'après les historiens, la statuette accompagnait Guézo lorsqu'il se rendait à la guerre et lui parlait dans une langue secrète traduite par un initié. Le geste des bras levés et probablement armés est commun aux statues de ses deux successeurs immédiats et représenterait un geste de conquête et de bataille. Ce geste rappelle la place de la guerre et du désir expansionniste dans la dynastie d'Abomey. Les principales victoires du roi Guézo ont été remportées sans effusion de sang. Sa tactique consistait à envelopper l'ennemi peu à peu et pendant qu'il ne s'y attend pas, lui laisser une seule option, se rendre. Ce sera tout pour ce mini-journal. Ne décrochez surtout pas. Wikeko se poursuit avec Ulvaeus Balogun. Merci à vous Alexandra Diotan et sans plus tarder, on enchaîne avec la revue de presse économique. Bonjour, bienvenue à cette revue de presse hebdomadaire de Wikeko. L'agence de notation Fitch rehausse la notation de crédit du Bénin de B avec perspective positive à B+ avec perspective stable. Le Progrès publie l'information dans sa parution du 3 novembre 2021. Pour une gestion efficace de la Covid-19, le Bénin passe à la note B+, selon l'agence Fitch, peut-on lire à la une du journal. La forte croissance potentielle du pays, la qualité des politiques du gouvernement et la stabilisation de l'endettement à un niveau nettement inférieur aux pays de notation équivalente, ce sont entre autres les éléments qui ont séduit l'institution et créditent le Bénin qui obtient cette note assez honorifique. Le quotidien Fraternité, dans sa livraison durant la semaine, est revenu sur l'actualité de la lutte contre le trafic de drogue au Bénin. Lutte contre les gros bonnets de la cocaïne pour une restructuration de l'économie béninoise. Les sociétés écrans en voie de disparition, constate le journal. Le week-end écoulé, c'est un opérateur économique libanais qui est cette fois-ci tombé dans les mailles de la police républicaine. Désormais, seuls les opérateurs économiques désireux de faire des transactions saines et légales auront des chances de prospérer, commente l'auteur de l'article. Débarrassée de ses vices, l'économie béninoise, en montrant son vrai visage, pourrait connaître un essor certain et profitable à tous, conclut-il. Résultat des examens nationaux de licence professionnelle, 69,58%. C'est le taux de réussite au plan national. Éduquinfo, journal indépendant spécialisé dans l'éducation, a relayé cette information dans sa parution du 3 novembre. Les résultats de l'édition 2021 sont en hausse de près de 2% par rapport à ceux de l'année écoulée. C'est la révélation des efforts fournis par certains établissements privés à travers la qualité de la formation, estime le journal. Encore quelques jours et ce sera effectif. Les Béninois sont dans l'attente de recevoir les 26 trésors royaux promis par la France. À propos de cette actualité, le quotidien du service public La Nation a consacré quelques-unes de ses pages cette semaine à l'album photo de l'exposition au musée du Quai Branly. Semaine événementielle au musée du Quai Branly. Cahier d'un départ de Paris, c'est le titre de la rubrique dans le journal paru mardi dernier. La semaine culturelle du Bénin qui a eu lieu du 26 au 31 octobre dernier, en prélude à la restitution des 26 œuvres des trésors royaux d'Abomey à la République du Bénin, aura été le symbole et la marque d'une coopération exemplaire entre la France et le Bénin. Entre autres actualités économiques de la semaine, coût de la vie, le prix de l'essence Payor flambe, rapporte Gaskiani Info.
450 francs CFA, c'est ce qu'il faut désormais débourser pour avoir 1 litre d'essence de contrebande à Cotonou et ses environs. Cette hausse des prix serait due à certaines difficultés, notamment dans le transport du produit du Nigeria. Très peu de revendeurs d'essence de contrebande s'affichent encore dans Cotonou et environ avec leurs marchandises. Ces derniers subissent la déroute des éléments de la police républicaine depuis un certain temps dans le cadre de la libération des abords des routes nationales inter-États, informe également l'auteur de l'article. Fin de cette revue de presse hebdomadaire. À dimanche prochain. Je l'annonçais en début d'émission, il y a quelques jours, le Bénin a clôturé sa 2e édition du mois du consommant local, une initiative censée mettre en orbite les produits locaux dont la consommation n'est pas forcément encore entrée dans les habitudes des Béninois. C'est le décryptage. Et en plateau, ici avec moi déjà 2 confrères, Bamidele Laourou, bonjour. Bonjour, M. Balogun. À côté, Benoît Wandia, qu'on ne présente plus. Benoît, bonjour. Bonjour. Merci d'être là. C'est moi. Alors Benoît, il paraît que les Béninois ne consomment pas local. Ah mais vous avez tout dit. En fait, le consommant local, c'est pas parce qu'on a utilisé le verbe consommer que nous allons penser déjà à ce qu'on ingurgite, à ce qu'on met dans la bouche. Ouais. Le consommant local, c'est un tout. Et quand vous prenez le Béninois type, il ne consomme déjà pas sa langue nationale, il ne consomme pas sa culture, et donc, tout naturellement, il ne consomme pas le manger. Mais on parle notre langue très souvent hors des services. Non, c'est la langue la plus parlée. Parce que nous avons... dans notre constitution, le français comme langue officielle. Oui. Parce qu'un jour, quelqu'un, je ne dirais pas comme il l'heure, mais quelqu'un a pu nous dire que nous sommes quartier latin. Ouais. Nous nous sommes mis dans la tête que nous devons être plus français que les Français. Et aujourd'hui, quand vous parlez votre langue nationale, vous êtes déjà vu comme quelqu'un qui n'est pas au rang des hauts cadres. Ouais. Et quand ça commence comme ça, ne demandez pas à celui qui ne parle pas sa langue nationale de ne pas porter veste et de ne pas consommer ce qui vient de l'extérieur. Donc, c'est un tout. Et dans 2 mois comme ça de consommation local, on doit pouvoir embrasser tous ces domaines-là. Ce n'est pas seulement le manger, ce n'est pas seulement les artisans, c'est un tout, parce que c'est dans la tête. Si je suis formaté extérieur, ce qui vient de l'extérieur est mieux que ce qui est chez moi, ce n'est pas seulement au niveau du manger que je vais changer cette mentalité-là. Donc, l'initiative en elle-même, je la salue, mais je suis un peu peiné qu'une telle initiative même soit d'actualité, parce que quand vous prenez un pays comme le Burkina Faso, à l'heure où nous parlons, ils n'ont plus besoin d'un mois de consommation local. Le consommation local, ça commence par le président et ça finit par ce que je peux appeler le dernier des Burkinabés. Donc, c'est un mode de vie, en fait, le consommation local. Et malheureusement, dans votre question, la réponse transparaît, le Béninois n'est pas encore à cette étape-là. Oui. Malheureusement. Bamidele, est-ce que quel est le regard que vous jetez déjà sur le mois du consommant local et votre avis par rapport à la réaction de Benoît? Merci. Alors, je pense que le consommer local, si on veut régler le problème, il faut commencer d'abord par trouver ce que ça suffit dans nos langues nationales. Pour rejoindre un peu le confrère, si nous réussissons à trouver comment on dit le consommer local, peut-être en fond, en Idacha, en Yoruba ou en Gon, je pense qu'on va régler le problème. Et c'est vrai que on parle du consommer local, mais véritablement, est-ce que le Béninois consomme local? Point d'interrogation. Point d'interrogation. Je ne pense pas, mais on va y arriver quand même. Mais pourquoi, à votre avis, cette habitude n'est pas encore ancrée dans les habitudes? Pourquoi ça traîne à prendre auprès du Béninois? D'accord. Alors, je viens de dire, si nous parvenons à trouver
la signification. Ce que nous disons, est-ce que nous le maîtrisons nous-mêmes d'abord? Les universitaires, quand ils veulent développer un concept, ils nous disent, vous devez vous baser sur telle théorie. Est-ce que chez nous au Bénin, l'expression consommer local, est-ce qu'elle se base sur une théorie? Je vais donner un exemple. Avant même que moi, on ne m'inscrive au CI, je connaissais déjà à quoi sert une feuille de teck. Je vais donner cet exemple pour que vous compreniez mieux. La feuille de teck en fond, on l'appelle guima. Le gui qui veut dire la kassa et le ama, la feuille de teck. Mais je savais ça. Dans ma culture, je sais déjà à quoi c'est cette feuille. Donc, on m'inscrit à l'école, on appelle ça feuille de teck pour désigner le bois de teck. Maintenant, prenez le sachet. Comment on l'appelle en fond? Vous savez? Vous ne savez pas. Je ne fais pas la promotion des sachets plastiques. Mais par exemple, en Idacha, le sachet s'appelle Achaojo. Pour dire le sac de la pluie. Pour dire on se protège de la pluie. Mais lorsqu'aujourd'hui nous voyons par exemple les gens nous présenter la kassa dans du sac plastique, dans des sachets plastiques, est-ce que vous pensez que j'irai vers cela? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je dis. C'est-à-dire que dans notre culture, on sait que la kassa, son contenant, c'est tel. Mais si vous présentez les deux produits à un vrai Béninois qui connaît la valeur de ce qu'il veut consommer, il ira certainement Autrement dit, il faut bien comprendre ou bien appréhender le sens du consommant local en langue nationale d'abord, de votre point de vue. Exactement. Alors, Benoît, une chose est de parler du consommant local, mais l'autre chose qu'on ne voit pas très souvent, c'est l'offre locale également. Oui, ça c'est une autre problématique, effectivement. L'offre locale, la concurrence que ces offres-là peuvent véritablement mener avec ce qui vient de l'extérieur. À ce niveau, je pense que l'État a encore un grand rôle à jouer parce que l'artisan, Dieu lui a donné le plus. C'est vrai qu'il a appris le métier, mais l'artisan, c'est un artiste d'abord. Donc, cet artiste-là, il a cette connaissance-là. Mais est-ce qu'il a les moyens pour pouvoir nous présenter un produit qui serait vraiment attirant? Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, mais dans un emballage qui ne vous attire pas. Et juste à cause de l'emballage, vous feriez le choix du produit qui n'est pas, en fait, en termes d'efficacité, qui n'est pas au niveau de l'autre. Donc, c'est un tout. Au niveau de nos artisans, l'État doit encore les accompagner pour que nos produits, d'abord, soient de qualité supérieure, mais soit également moins cher. C'est ça aussi le paradoxe. Oui, parce que quand je compare un produit qui a traversé l'océan et qui coûte 1000 francs, le produit que mon voisin d'à côté fabrique, pour moi, c'est presque le même produit, mais il dit c'est 2500. Avec la bourse que j'ai, souffrez que j'aille vers le produit qui coûte 1000 francs. Donc, c'est beaucoup de défis à relever pour nos dirigeants pour que le consommant local, le concept, comme il l'a dit, la théorie du consommant local puisse véritablement être bien appréhendé. Alors, Benoît a évoqué tantôt, dans ses toute première analyse, il a évoqué la question de la mentalité. La mentalité du Béninois, le Béninois qui n'est pas encore très enclin à consommer ce qui vient de chez lui, et même l'exemple qu'il a donné tout à l'heure concernant le produit importé qui s'avère coûter moins cher que le produit qui est produit localement. Est-ce que c'est la question de la mentalité, est-ce qu'il ne faut pas aller au-delà même de la mentalité? Exactement. Il faut aujourd'hui éviter de s'attarder sur la mentalité. Je pense que le collègue a évoqué une question qui est très importante, le branding. Ouais. C'est-à-dire la façon dont vous présentez votre produit va captiver les gens. Et qu'ils le veuillent ou non, ils viendront forcément vers ce produit. Donc, hormis la qualité, ce qui est dans votre produit, il faut la façon dont vous le présentez. Et si cette façon dont vous présentez le produit, moi, j'ai déjà parcouru quelques pays du monde et tu rentres dans des supermarchés, tu vois, ça t'attire. Même chez nous ici, on a plein de produits qu'on a importés. Et tu vois le produit, tu vas vers le produit, tu l'achètes, c'est arrivé chez toi que tu ouvres l'emballage, tu te rends compte en réalité qu'il
il n'y a vraiment rien d'extraordinaire. Donc en réalité, ce n'est plus le produit qu'on nous vend en ce moment, mais c'est le packaging qu'on nous vend. Et je pense que nos frères béninois, tous les producteurs doivent aussi réfléchir dans ce sens-là. Mais aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, quand même, on a pu remarquer quand même qu'il y a beaucoup de producteurs qui prennent d'assaut les réseaux sociaux pour présenter leurs produits. On va dire que ça vient régler quand même un tant soit peu le problème du marché de consommation. Non, tant soit peu. Tant soit peu. C'est vrai qu'avec la politique des startups et autres, ça commence à venir dans les habitudes, mais à ce niveau aussi, il faut se demander combien de personnes font confiance. Bon, n'oublions pas que le Béninois est méfiant par essence. Donc, si je ne vais pas dans une boutique, je ne touche pas le produit, je ne scrute pas le produit, je me dis, attention, est-ce que c'est le bon, et ainsi de suite. Donc, cet aspect également joue contre le développement des startups et autres. Ça va venir, je suis convaincu que ça va venir. Mais même si le produit doit être présenté dans une boutique virtuelle, comme on le dit, l'emballage compte toujours. Il faut pouvoir présenter un produit déjà attirant. Dès que je me connecte, je vais sur le site, je vois des produits quand même qui m'attirent. Même si au-delà du fait que c'est une boutique virtuelle, si éventuellement il y a une boutique quelque part où je peux venir pour voir le produit, il faut déjà que je sois attiré pour faire le déplacement vers cette boutique-là. Donc le côté branding, comme il l'a dit, le côté de la présentation du produit compte beaucoup sur le marché. On sait quand même que de plus en plus, les producteurs locaux travaillent à améliorer leur branding. En termes de packaging, aujourd'hui, ils reçoivent des formations pour améliorer. Et la plupart des produits aujourd'hui sont quand même plus ou moins bien présentés comparés aux produits qui viennent de l'extérieur. Bien sûr, je pense qu'il y a beaucoup d'efforts qui sont déjà faits en ce sens. Mais la question de la digitalisation, c'est-à-dire de la vente en ligne, tout ça, c'est un gros piège. Tout récemment, je pense qu'il y a eu le gouvernement qui a lancé une campagne de formation des entrepreneurs pour les accompagner en ce qui concerne la publicité via le digital, tout et tout. Je me suis dit, mais tiens, si ça peut marcher, tant mieux, ce sera un gros coup de pouce. Mais l'autre chose est que le producteur, l'entrepreneur qui vient dans un marché qui est très vaste, vous savez, dans nos marchés traditionnels, ce n'est pas toutes ces personnes qui envoient leurs produits au marché qui les vendent. Mais comment ceux qui vendent leurs produits réussissent à le vendre? Ça veut dire qu'il y a quelque chose de particulier. D'où il faut mettre l'accent aussi, hormis la présentation, qu'est-ce que vous ajoutez de plus? La plus-value de votre produit, c'est quoi? On a le même produit sur le marché. Et c'est en cela que vendre via l'Internet, c'est tout un art aussi qu'il faut maîtriser. Si vous ne maîtrisez pas cela, vous n'allez pas vendre quand même. Alors vous avez abordé un point très essentiel, c'est également la place des autorités dans la consommation locale. Aujourd'hui, de plus en plus, on appelle les Béninois à consommer local, mais on a quand même comme l'impression que les autorités eux-mêmes ne font que de cela un slogan dans la bouche, ça reste que dans la bouche. Et j'en veux pour preuve le déplacement récemment pour la restitution des œuvres des trésors royaux. On a pu quand même constater que la plupart de nos autorités qui étaient à Paris étaient tous en costume, alors que c'était quand même une occasion de vendre le potentiel local. Vous avez touché le point sensible. En fait, j'allais commencer par là. J'ai dit en plein mois du consommation local au Bénin. Semaine culturelle en France. Quand vous voyez 2 ministres de la République en veste bien cirée, costume et autres, cravate et autres, quand moi j'ai vu, j'ai souri, j'ai dit nous ne sommes pas prêts. Nous ne sommes pas prêts parce qu'il faut pouvoir prêcher par l'exemple. Dans un pays comme le Bénin où, je reviens sur les langues nationales, où les rares fois où nos chefs d'État glissent vers leur langue nationale, c'est un événement, on dit « Ah, le président a parlé sa langue aujourd'hui » et autres, où nos responsables, nos dirigeants sont presque tout le temps en veste, c'est la tenue correcte et autres. À quel Béninois vous voulez dire, quand vous montrez ces genres d'images, de consommer local? Est-ce que vous-même, tel que vous vous présentez, tel que vous vous comportez,
est-ce que dans vos plats à la maison, il y a le consommé local? Est-ce qu'il y a le local? Ce n'est pas évident. Donc, les dirigeants doivent d'abord prêcher par l'exemple, sinon, à mon avis, ça ne marchera pas. On sait qu'au Sénégal, par exemple, quand le chef de l'État prononce des discours, très souvent, il le fait aussi bien en français qu'en langue wolof. Au Burkina, vous l'avez donné l'exemple tout à l'heure, c'est un président qui est la plupart du temps vêtu en dafani. Est-ce que, à votre avis, les autorités donnent vraiment l'exemple? Je vais me baser sur le cas du Bénin. Ouais. Vous avez parlé tout à l'heure du mois du consommé local. Ouais. On a vu 2 ministres de notre gouvernement qui étaient bien sapés en veste. Je pense que c'est vouloir une chose et son contraire. Et dans le domaine de la politique, on parle de la décision. Ouais. C'est-à-dire, c'est le gouvernement qui décide de ce qu'on fait du consommé local. Et je pense, même si le gouvernement veut, le gouvernement peut imposer. C'est fait au Burkina. Ils ont imposé, par exemple, les tenues locales, un jour de la semaine. Et c'est pourquoi on ne le fait pas chez nous ici. Hormis cela, actuellement, il y a la COP26 qui se déroule au Royaume-Uni là-bas. Et moi, je peine de voir même nos chefs d'État, je ne sais pas, sur le plan diplomatique, oui, il y a un accoutrement, il faut respecter. Il faut respecter. Mais franchement, je pense, lorsque nous parlons du consommé local, cela exige de nous également un comportement, une consommation responsable vis-à-vis de l'environnement. Ouais. Lorsque vous savez que pour produire certains pains, par exemple, il y a une quantité énorme d'eau qu'il faut déployer, alors que nous parlons de la gestion intégrée des ressources en eau, tout cela pour protéger l'environnement, pour ne serait-ce qu'un temps, contribuer à réduire le CO2 dans l'environnement. Il y a certains comportements que nous devons commencer par adopter. Et tous nos gouvernants, surtout en Afrique, sont concernés, même d'autres pays du monde. Tout le monde est concerné. Alors justement, parlant de la décision politique, de la décision de nos autorités, est-ce que, je réfléchis comme ça tout haut, est-ce que la prise ou le vote d'une loi, parce qu'on sait actuellement que nos députés sont très prolixes dans le vote des lois, est-ce qu'il ne faudrait pas en arriver à prendre une loi pour imposer, par exemple, un certain taux de consommation de produits locaux par les institutions, les ministères, les sociétés d'État et autres? Si nos députés vont à l'Assemblée, tous en veste, et qu'ils votent une loi pour que je porte le local, je vais contester. C'est ça aussi le paradoxe de certaines de nos démarches. Moi, j'ai salué dans le temps la décision du maire de Parakou, Charles Toko, pour ne pas le nommer, qui a réussi quand même à faire adopter à ses collaborateurs des tenues, vous portez les tenues traditionnelles tel jour, ainsi de suite. Et lui-même était en tête pour donner l'exemple. Et à ce niveau, on n'avait pas entendu d'agents murmurer pour dire non, je ne veux pas porter de tenue locale. Et moi, je pensais quand même que ça allait faire école. Charles Toko est parti. Je ne sais pas ce que son initiative est devenue déjà au niveau de Parakou. Mais les autres responsables, les autres maires, les autres préfets, qui sont souvent très promptes à copier les décisions des uns et des autres, on n'a pas vu à ce niveau des préfets ou des maires adopter cette initiative qui, pour une fois, était louable. Mais bon, parfois on copie des démarches polémiques. Donc moi, je pense que le prêcher par l'exemple serait la première décision non écrite de nos autorités. Si nos autorités commencent déjà à nous habituer au local, avant un jour, je ne sais pas s'il faut forcément une loi pour nous obliger à porter nos tenues locales. Non, pas forcément mais porter si les ces tenues autorités locales, commencent déjà à nous sensibiliser, à nous dire, faites comme moi, faites quand même, mais mettez en valeur vos frères qui sont artisans, qui nous tissent le pagne, ainsi de suite. Je pense que tout naturellement, ça va prendre. Je ne pense pas, par exemple, qu'il y a eu une loi pour que spontanément, les vendredis, tous les Béninois se mettent presque en tenue locale. Donc, si nos autorités commencent à nous habituer comme ça,
je vais finir par répondre un peu à l'autre côté. On a parlé de COP26, de ces rencontres internationales, et on dit oui, il faut une certaine tenue, mais moi je continue de me poser la question, qui décide de la tenue correcte qu'il faut porter? Si les États-Unis pensent que se mettre en veste, c'est leur tenue correcte, mais le chef d'État africain qui vient doit pouvoir dire que le pan tissé bien cousu, c'est la tenue correcte chez lui. Tout à fait. Si, oui, on dit, ah oui, c'est une rencontre internationale, il faut être en veste, cravate, c'est la tenue correcte. Mais et après, on se plaint que oui, la colonisation nous étouffe. Non, on se laisse étouffer. C'est du 2 poids 2 mesures. Voilà aussi. Babidele, on va finir avec vous. Dites-nous, à votre avis, qu'est-ce qu'il faut faire aujourd'hui pour vraiment inciter les Béninois à consommer local? En quelques secondes. Ce qu'il faut faire pour inciter les Béninois à consommer le local, c'est d'abord le fait de comprendre la nécessité. C'est quoi le consommer local? Je l'ai dit au début. Quelle est la théorie qui explique le consommer local chez nous? Si on connaît cette théorie-là, je pense que naturellement les gens iront vers le consommer local. Ça va ancrer dans les habitudes. Merci à vous, Bamidele Laourou. Merci, Benoît Wandia, d'être passé sur ce plateau. Merci. Tout de suite, le dossier de la semaine. Le moment est venu de dire ça suffit. Détruire la biodiversité, ça suffit. S'autodétruire à cause du carbone, ça suffit. Jeter la nature à l'égout, eh bien ça suffit. Tels étaient les propos du secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, à l'ouverture de la COP26 à Glasgow. L'enjeu de cette rencontre, c'est le respect des engagements en matière de financement du climat et d'émissions de carbone. On suit cet élément rapporté par notre confrère de La Une. Des images apocalyptiques. Ils sont tous hébétés face à l'horreur. Ces dizaines de chefs d'État et de gouvernement à cette rencontre climatique dite de la dernière chance. Le climat change et nous sommes indifférents. L'histoire a montré que lorsque les nations s'unissent pour une cause commune, l'espoir est toujours permis, lance dans son message le prince Charles de l'Angleterre. Du plus petit au plus grand pays émetteur, tous ont fait le déplacement de Glasgow avec chacun un message fort. L'Inde, qui jusque-là n'avait jamais annoncé d'objectif de neutralité, s'engage à cette COP26 à atteindre la neutralité carbone en 2070. Boris Johnson, le Premier ministre britannique, prévient qu'un échec des négociations entraînerait une colère et une impatience incontrôlables et que les générations futures ne nous pardonneront pas. L'Américain Joe Biden avertit aussi contre le coût de l'inaction. Il invite à améliorer les ambitions, aider les pays en développement vulnérables et respecter les nouvelles règles pour les marchés carbone. Ce segment de haut niveau, une rencontre de toutes les émotions, a tout de même connu de grandes absences. Xi Jinping de la Chine et Vladimir Poutine de la Russie, deux pays gros émetteurs de gaz à effet de serre, absents à cette COP. Et voilà qui plante si bien le décor. On parle COP26 avec notre invité sur le plateau ici. Il est enseignant à l'université d'Abomey-Calavi, environnementaliste et également ancien directeur général de l'Agence béninoise pour l'environnement. Edmond Sosoupé, bonjour. Oui, bonjour, merci mon cher journaliste. Avec plaisir. Et pour m'accompagner dans les échanges, Rodrigue Babaguito. Bonjour, c'est encore un plaisir d'être des vôtres ce jour, chers téléspectateurs. Alors, 200 pays dont le Bénin sont réunis à Glasgow depuis le 31 octobre pour répondre à l'urgence climatique, maintien du réchauffement à plus d'1,5 degré Celsius, réduction des émissions de gaz à effet de serre, sortie des énergies fossiles. Tels sont les principaux sujets sur lesquels vont porter les échanges pendant 2 semaines. Alors, dites-nous, Edmond Sosoupé, est-il vrai que cette COP26 est pour les pays la dernière opportunité de pouvoir reprendre le contrôle du climat? Merci beaucoup, cher journaliste. C'est un plaisir pour moi de partager ce plateau avec vous ce matin.
Et surtout en ayant comme sujet la COP 26 qui se tient actuellement à Glasgow, en Écosse. En réalité, des alertes sont données depuis très longtemps. Bien sûr. Le dernier rapport du GIEC nous invite à plus de responsabilité. Bien sûr, le dernier rapport faisait état de l'alerte rouge. Voilà, donc cette alerte rouge met même en difficulté les seuils retenus par le traité de Paris ou l'accord de Paris. Oui, l'accord de Paris. Donc l'accord de Paris pensait à un scénario optimiste où l'augmentation du réchauffement climatique pourrait être contenue dans 1,5 degré d'ici à 2050. Oui. Mais la tendance actuelle nous envoie à autour de 3 degrés d'ici à 2100. Mais l'urgence aujourd'hui, c'est que nous sommes autour de 1,1 degré par rapport à la situation d'avant la période pré-industrielle. Bien sûr. Mais seulement à 1,1 degré, nous sommes en train de vivre plusieurs catastrophes naturelles. Bien sûr, des incendies, les incendies ici et là, les inondations par ailleurs, la sécheresse persistante dans beaucoup d'autres pays. Alors, il est à se demander si à 1,1 degré, nous sommes déjà dans ce tableau-là. Qu'est-ce qui arriverait au monde si on atteignait les 1,5 degré? La question est posée, mais pourquoi est-ce que, à ce jour, les différentes conférences qu'il y a eu n'ont pas pu trouver des issues tant soit peu favorables au climat? Oui, ben, vous savez, en 2015, quand nous étions à Paris et quand nous en étions sortis, nous avions eu l'impression que nous avons pris une décision importante et historique. Oui. Parce que c'est vraiment à Paris que la question climatique a été débattue, avec comme toile de fond l'engagement d'un certain nombre de chefs d'État, notamment du président Obama à l'époque et du président Hollande de la France. Donc ces présidents et bien d'autres ont accepté de prendre la question climatique à un niveau très élevé. Et le seul péché de la conférence de Paris, c'est qu'elle s'est terminée sans qu'il y ait des engagements contraignants. Chaque pays a fait des propositions de réduction d'émissions de gaz à effet de serre sans qu'il y ait un calendrier, sans qu'il y ait un seuil auquel ces pays-là vont se mettre pour qu'on atteigne une réduction globale des émissions de gaz à effet de serre autour de 45%. C'était ce qui est prévu à 2030. Bien sûr. Le fait que ces engagements n'aient pas eu un caractère contraignant n'a pas permis aujourd'hui d'évaluer pour savoir qu'est-ce que chacun a fait et qu'est-ce qui reste à faire. Mais on sait tout de même qu'il y a des gros pollueurs, des gros émetteurs de gaz. Bien sûr, vous savez, la chance ou la malchance qu'on a eue, c'est qu'on a encore eu la COVID-19 entre-temps. Bien sûr. Ce qui a sifflé le ralentissement de l'économie mondiale. Oui, et pour rappel, d'après les scientifiques, on reprend encore et le taux de carbone fourni dans la période avant Covid-19 est en train de revenir maintenant. Pas revenir seulement. Pas revenir seulement. Quand l'économie se contracte, les capitalistes vont chercher à augmenter la production. Et on ne peut pas augmenter la production sans recourir massivement aux énergies fossiles. Le pétrole, le charbon et autres, le gaz. C'est justement ça qui est le plus inquiétant aujourd'hui. Si la Covid n'était pas intervenue, peut-être qu'on serait en train d'aller vers des situations plus optimistes. Mais parce que l'économie s'est effondrée, il faut tout faire pour la relancer. Et pour la relancer,
les gens n'ont trouvé d'autres alternatives que de recourir massivement aux énergies fossiles. Autrement dit, dans le cas d'espèce, on n'est pas prêt du tout à respecter les engagements de Paris. Oui, non seulement on n'est pas prêt, mais on pense qu'on ne doit pas être prêt. C'est ça qui est le plus difficile. Bien sûr, et le rapport du GIEC publié en août dernier le dit, je cite, « Dans tous les scénarios d'émissions envisagés, la température à la surface du globe continuera d'augmenter au moins jusqu'au milieu du siècle. » Bien sûr, jusqu'à 2050, on sera au-delà de 1,4 degré, 1,5 degré, peut-être 1,6 degré, parce que le GIEC, d'après son scénario pessimiste, c'est qu'on sera à 4 degrés d'augmentation en 2100. 4 degrés. Si déjà avec 1,1 degré d'augmentation, nous vivons ce que nous vivons, mais à 2 degrés, parce qu'à Paris, le seuil était 2 degrés à 2100. Mais là, maintenant, on va dépasser largement les 2 degrés et on n'est pas en train de faire ce qu'on doit faire. C'est là le plus difficile. Très bien, justement, qu'est-ce qu'on doit faire, dites-nous? Ben, ce qu'on doit faire, c'est de commencer à renoncer aux énergies fossiles. Le pétrole, le gaz, le charbon ne sont plus des sources d'énergie aujourd'hui à promouvoir. Il faut recourir à des énergies alternatives. Et ces énergies alternatives existent très bien. Donc, le problème que nous avons, c'est qu'on reste capitaliste et on ne parle que capital. Et tant qu'on va continuer à ne parler que capital, imaginez, l'Inde fait partie des gros pollueurs au monde. Mais l'Inde dit que c'est jusqu'en 2060 que lui va se battre pour atteindre un certain... Mais la plus grande problématique qui se pose alors, c'est si les pays prennent des engagements et ne les respectent pas, quel est le policier derrière qui va les obliger? Mais justement, c'est par là que ça fait partie des insuffisances qu'il y a eu à l'accord de Paris. Oui. Mais Paris a été l'étape décisive. On ne pouvait pas tout obtenir à Paris. Que tous les pays s'engagent, y compris la Chine, pour dire nous allons réduire nos taux d'émissions de gaz à effet de serre. C'était un grand succès. Mais les conférences qui ont suivi après, il y a eu COP 22, 23, 24, 25, mais ces 4 COP qui ont suivi la COP de Paris ont été des échecs. Normalement, c'est à ces COP-là qu'on devait commencer à dimensionner et à mettre maintenant des barèmes pour dire, pour aller à la neutralité carbone, chaque pays dit, je fais ci, je fais ça, mais c'est consigné. Ça devient contraignant. Il y a la possibilité de surveiller. Comment est-ce que tout ça... Il est prévu que tous les 5 ans même, que chaque pays revoie à la hausse ses ambitions. Et justement, je crois que le secrétaire général a demandé à cette COP26 que ce soit désormais chaque année au lieu de chaque 5 ans. Voilà, parce que nous sommes en alerte rouge. On est en alerte rouge, vous parlez de contraintes, c'est vrai, mais concrètement, qui peut contraindre? Parce que les pays se retrouvent, certes, en conférence pour réfléchir sur l'avenir de la planète, mais qui peut contraindre concrètement et de quelle manière? Vous êtes... Oui, vous avez parfaitement raison. Qui peut contraindre? C'est chacun qui doit se contraindre. C'est-à-dire que l'engagement que je prends, je m'engage à le respecter. Et je donne aux autres la possibilité de surveiller comment je respecte ça. Et si je ne suis pas en train d'aller dans le bon sens, qu'il y ait la possibilité quand même qu'on attire mon attention sur le fait que je ne suis pas en train d'aller dans le bon sens. Et selon vous... Ça, c'est la pédagogie de groupe. Oui. Parce qu'il n'y a pas un supra-État qui va jouer le policier. Mais sachez quand même qu'il y a les Nations Unies. La convention dont nous parlons est une convention des Nations Unies. Nations Unies, bien sûr. C'est ça, hein? Oui. Donc, les Nations Unies sont habilitées à encadrer, à surveiller, à évaluer la situation. Et à sanctionner? Peut-être sanctionner, je ne sais pas. Parce que si on le sentit qu'à la surveillance sanctionner, et à l'évaluation... Vous savez, la sanction ne peut être que le dernier recours.
il y a la pédagogie. Bien sûr. Oui, il y a la pédagogie. Donc, les Nations Unies ont les armes nécessaires pour surveiller, pour évaluer, pour interpeller, pour inviter à. Est-ce que vous voyez? Donc, je pense que si la conférence de Glasgow devrait être un succès, ça devait se terminer par ce timing, par cette programmation, par ces engagements raisonnés, mais contraignants. Il faut que chaque pays s'impose une contrainte de dire « je dois arriver à tel niveau de réduction du taux d'émission de gaz à effet de serre à l'horizon tel, en restant, puisque c'est quand on va additionner tout ça qu'on verra si on peut atteindre la réduction de 45% d'ici à 2030. 2030, effectivement. Voilà. Alors, venons maintenant dans un cadre un peu plus concret. Parlons maintenant du Bénin. Oui. Dites-nous, vous scientifiques, vous avez dit tout à l'heure que chaque pays doit se contraindre. Depuis l'accord de Paris à ce jour, est-ce que déjà, selon vous, le Bénin a pu se donner ces contraintes-là en émissions de gaz à effet de serre? Oui, vous savez, quand nous allions à Paris en 2015, nous étions partis avec ce qu'on a appelé les contributions prévues déterminées. Bien sûr. Notre pays avait élaboré sa contribution prévue déterminée à la réduction de l'émission de gaz à effet de serre. Mais après ça, puisqu'on nous a donné le temps maintenant de transformer ces contributions prévues déterminées en contributions déterminées nationales, le Bénin est allé à la COP 26 avec sa contribution déterminée nationale. Okay. Et dans cette contribution déterminée nationale, il a été revu un certain nombre de pratiques agricoles, pratiques d'élevage. Vous savez que l'élevage contribue aussi à la production de méthane, qui est un gaz à effet de serre. Vous savez que l'agriculture aussi intervient dans ceci. Et nous n'avons pas de grandes industries chez nous ici pour qu'on dise que nous produisons beaucoup de gaz à effet de serre. Et c'est justement sur ce plan-là que les pays du Sud s'insurgent pour dire, mais écoutez, la situation qui est créée là, nous n'en sommes pas responsables. Mais malheureusement, nous sommes les premières victimes. Oui, mais j'allais dire, quand on sait que le Bénin, par exemple, est dans un processus d'industrialisation, on a prévu quand même de plus en plus créer des industries. Alors, dans un contexte comme ça... Oui. Non, mais vous savez, le Bénin doit élever son niveau d'industrialisation. C'est une évidence. Mais il est heureux aujourd'hui que les techniques, la technologie vers laquelle le pays s'oriente pour élever son niveau industriel, ces technologies-là sont des technologies propres. Est-ce que vous voyez? Vous savez que déjà au niveau de l'énergie électrique que nous utilisons, beaucoup d'efforts est en train d'être fait pour que nous ayons des énergies propres. Tout à fait. Donc, sur cette base, nous, on est sur le bon chemin. Nous sommes, au niveau du Bénin, sur le bon chemin en termes de réduction, en termes d'anticipation sur la production de gaz à effet de serre. Alors, même, mis à part toutes les ambitions du gouvernement que vous évoquiez tout à l'heure, alors on sait tout de même que le Bénin veut être le hub du numérique en Afrique de l'Ouest. Le numérique, selon vous, est-ce que c'est une solution pour lutter contre les changements climatiques? Bon, le numérique, à mon avis, va être un outil qui va aider à la prévention, à l'évaluation et à la prévention. Vous savez, le plus gros problème des pays du monde jusqu'à maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas anticipées. Okay. Ouais. Est-ce que vous voyez? Donc, il y a beaucoup de choses qu'on n'a pas pu anticiper et c'est ça qui nous rattrape. Ouais. Dans les années, au XVIIe siècle, à l'époque de la révolution de comment on appelle ça, la révolution industrielle,
ce qui était visé, c'est qu'est-ce qu'on produit, plutôt que comment on produit ça et avec quoi on produit. Donc ça nous a permis de nous développer quand même. Est-ce que vous voyez? Mais aujourd'hui, on est rattrapé. On est rattrapé par par les erreurs du passé et on doit s'éduquer. Le Bénin, heureusement, veut prendre son essor dans cet environnement de précaution. Donc, rien ne se fera par hasard. Nous ne serons plus l'un des pays à recourir aujourd'hui au charbon. Ça, c'est sûr. C'est clair. Nous ne serons plus ces pays-là qui recourent massivement aux énergies fossiles type pétrole. Vous savez, il y a encore quelques centrales énergétiques grâce auxquelles nous produisons de l'énergie électrique aujourd'hui. Mais la tendance, c'est de pouvoir réduire tout ça et aller vers les énergies propres. Donc le numérique pour nous va être cet outil d'accompagnement qui va nous permettre de progresser dans notre élan vers l'industrialisation. D'accord, mais est-ce que d'un autre côté, ça ne va pas créer d'autres sources de pollution de la planète? Parce que le numérique impose forcément l'utilisation de certaines matières qui, lorsqu'elles sont usées, pourraient également devenir... Non, il ne faut même pas aller à l'usure d'abord. Lorsqu'on prend le téléphone portable, les microprocesseurs qu'on a dans le téléphone portable, pour faire un seul microprocesseur, c'est des milliers de mètres cubes d'eau qu'on utilise. Et ces milliers de mètres cubes d'eau sont usagés, c'est-à-dire qu'on ne peut plus les réutiliser. Ça, c'est vrai, vous avez raison. Mais on ne peut pas tout de go arrêter ce processus-là. Nous sommes déjà dedans. C'est qu'il faut essayer de voir est-ce qu'il n'y a pas des intrants alternatifs à ce qu'on utilise aujourd'hui, de manière à nous contenir dans le taux actuel d'augmentation de la température du globe. Edmond Sosoupé, merci beaucoup d'avoir répondu favorablement à notre invitation. Invitation qui, Ulvaïs Balogun, nous aura beaucoup enrichi. Oui, beaucoup édifié sur cette question de la réduction des effets du gaz à effet de serre. Je crois que l'enjeu, elle est grand. Ou plutôt, l'enjeu, il est grand. Il est grand. Il est grand. Et il ne faut pas agir demain, mais il faut agir maintenant. Mais il faut agir maintenant et les résolutions qui sortiront de cette conférence de Glasgow vont nous permettre de savoir si on peut continuer à être optimiste ou s'il faut déjà commencer à préparer ça. Merci à vous, Edmond Sosoupé. Merci Rodrigue également pour m'avoir conduit cet entretien. C'est tout pour Week-Echo de ce dimanche. Cette émission, vous pouvez la retrouver sur le site de l'ORTV, www.ortv.bj, mais également sur les pages Facebook de Bénin Business 24 et de votre émission Week-Echo. Portez-vous bien et à dimanche prochain.